Bienvenue dans notre podcast Les ombres LGBTQ. Joyeux mois des fiertés, toutes les facettes de la communauté queer sont à l'honneur, ainsi que sa diversité d'expériences. Aujourd'hui, nous abordons la partie 2 de l'hétéronormativité, un sujet qui nous concerne tous. Et pour rappel, cette notion fait référence à l'idée prédominante selon laquelle l'hétérosexualité est le seul mode de relation possible, valide dans notre société. Nous examinerons comment elle peut avoir un impact sur la vie de manière plus intime des personnes LGBT. Avec nos invités du jour, nous mettons en lumière les pressions sociales, les attentes auxquelles nous sommes confrontés. Sans plus attendre, je vais introduire mes amis Art et Yuri. Comment vous allez? Salut Bruno, salut Yuri, joyeux mois des fiertés à tous et à vous mes amis, j'espère que vous allez bien aussi, moi ça va. Coucou Bruno, salut A, coucou les hommes, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous avez apprécié la partie 1 sur l'hétéronormativité. Si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire très rapidement car c'est vraiment l'épisode qui a été beaucoup écouté et sur lequel on a eu beaucoup de retours. Donc la partie 2 qui sera animée par nos invités du jour, Mfaomé et Gabriel, à qui je laisse le soin de se présenter plus en détail tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Mfaoumé, j'ai 28 ans. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. Je m'intéresse à pas mal de sujets, mais principalement l'Afrique, la position des Noirs dans la société aujourd'hui et les sujets concernant un peu les minorités sexuelles. Eh bien, bonjour, merci pour l'invitation sur ce podcast. Je m'appelle Gabriel et sur les réseaux sociaux, je suis nommé Gabriel Dion. J'ai 23 ans et je m'identifie comme homosexuel, démisexuel et sapiosexuel. Ma mission, c'est d'aider le plus de personnes, surtout les Noirs LGBT, à s'aimer pleinement. Donc voilà, je suis animateur du podcast The Divine Love qui a pour mission d'accompagner les auditeurs à incarner l'amour divin en eux. Dans quel contexte familial vous avez évolué? Écoutez, moi j'ai évolué dans un contexte familial assez commun, je vais dire, chez les Africains, donc extrêmement religieux. Je suis d'origine comorienne. Les Comoriens, on est une petite communauté, parce que déjà c'est un petit archipel au large de la côte est africaine, entre Madagascar et le continent. Et donc, il y a 4 petites îles et ces 4 petites îles sont très peu peuplées. Donc, pour vous la faire courte, la communauté comorienne en France, je dirais pas qu'elle est petite, mais on se connaît plus ou moins tous. Donc, ça, c'est le contexte comorien. Mais le contexte familial rejoint finalement ce contexte-là parce que on a une certaine pression à cause de la communauté. Et cette pression, on la ressent jusque dans le contexte de la famille le plus restreint. Et, et puis voilà, du coup, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants, je suis le dernier, avec une mère très croyante et dans une ambiance musulmane. Pour ma part, j'ai grandi dans 2 lieux différents. D'abord au Cameroun où je suis né et j'ai vécu dans un environnement assez religieux qui m'a beaucoup impacté en fait. Et pendant longtemps, je me suis posé beaucoup de questions sur mes convictions et celles de l'Église. Après, à 14 ans, je suis arrivé en France, clairement un gros contraste par rapport au Cameroun, du coup, je le précise, au Cameroun. Et, et c'est dès lors, en fait, que j'ai pu m'ouvrir et apprendre à me connaître, apprendre réellement à savoir ce qu'est être, entre guillemets, différent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à comment j'ai grandi. Quelle est votre définition de l'hétéronormativité? Alors, l'hétéronormativité, pour moi, ça représente une vision binaire euh, selon laquelle il y aurait un homme et une femme et la société a des attentes envers ces sexes. Voilà, et cela va beaucoup impacter justement euh, les rôles et comment ils vont se déterminer, s'exprimer dans la société, en fait. Voilà.
c'est ça, l'hétéronormativité pour moi. Et justement, ça a beaucoup de conséquences puisque c'est assez restreint et ça ne donne pas assez d'ouverture à autre chose que ça. Moi, pour compléter, parce que Gabriel a déjà bien répondu, mais ma propre vision de l'hétéronormativité, pour moi, c'est un peu la même chose. Finalement, c'est un standard un carcan dans lequel on ne peut pas sortir, un standard à atteindre et qui n'est pas non plus très compliqué à atteindre d'un point de vue extérieur, mais qui empêche d'exprimer, qui empêche d'exprimer sa singularité. Donc, au final, on remarque que vous parlez tous les deux de stéréotypes qui sont forcément liés au genre, déjà, mais aussi à la sexualité. Et du coup, j'aimerais savoir comment ces stéréotypes-là vous ont affecté ou ont affecté votre développement en tant que personne LGBT. Moi, ces stéréotypes-là m'ont affecté de telle sorte à ce que pendant la majorité de mon existence, j'ai répondu à certains standards, je les ai intégrés. Et j'appuie un peu cette idée-là parce que j'ai vécu quand même j'ai pas précisé où est-ce que j'ai grandi, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, moi, dans les cités, comme on peut appeler. Et là, la marge de manœuvre, elle était encore plus petite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment correspondre à une certaine idée de ce qu'est un homme. Et ça m'a affecté durant toute ma jeunesse, pendant ma construction, principalement pendant mon adolescence. Et la réaction que ça m'a permis d'avoir face à face à ces obligations-là et à ce stéréotype, ça a été de fuir dès que j'ai pu. Et je pourrais dire finalement que l'hétéronormativité m'a permis de quitter mon milieu, le milieu dans lequel je suis né, dans lequel j'ai évolué, parce que je sentais que c'était pas le milieu dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir au fil des années. Je l'ai compris assez tôt pendant l'adolescence, et c'est pour ça que j'ai bifurqué dès que j'ai pu. J'ai essayé de sortir de la cité. Je, je me heurte très souvent à des personnes justement qui vont souvent présumer certains aspects sur ma sexualité par rapport à ma démarche ou ma gestuelle. On va dire, OK, il est comme ça parce que justement, la société à cette vision selon laquelle l'homme doit se présenter devant tout le monde, en fait. Et justement, ça, pendant longtemps, ça m'a dérangé. Je n'appréciais pas comment j'étais. Par le passé, j'ai été beaucoup plus efféminé que maintenant. Et je me suis vraiment détesté. Aujourd'hui, même encore, quand je regarde certaines vidéos de moi, je me dis, oh non, non, c'est trop féminin, c'est trop efféminé. C'est pour montrer à quel point, justement, cette vision de comment l'homme doit être, en tout cas, l'hétéronormativité, c'est juste aussi un de ces aspects, bah, justement, affecte beaucoup de personnes. Je pense que je ne suis pas le seul. Mais voilà, c'est une fois de plus comment ça m'a affecté. Est-ce que vous pensez que, à travers tout ça, est-ce qu'il existe des pressions supplémentaires sur les personnes LGBT plus noires, je précise, pour se conformer aux normes hétéronormatives en ce qui concerne vos familles ou les attentes sociales? Euh, oui, complètement. Ça ajoute une autre dimension, en fait, parce que il y a certains critères aussi auxquels il faut répondre, comme par exemple, je vais encore donner le milieu dans lequel j'ai évolué, hein, mais par exemple, si jamais ça parlait de foot à n'importe quel moment de la conversation, quand je traînais avec mes potes là où j'ai grandi, et si ça discutait de foot, de tout autre sujet, je sais même pas, enfin, j'ai que le foot en tête parce que ça a vraiment été le sujet numéro un, et que je m'y intéressais pas suffisamment, on commençait à se poser des questions. Par exemple, euh, pareil pour l'univers musical, quand tu es noir, quand tu es un garçon noir de cité, t'as pas d'autre choix que d'avoir comme principal goût musical, enfin d'être attiré uniquement par le rap. C'est une évidence normalement. C'était pas mon cas non plus. Donc à un moment donné, on voit qu'un certain, moi j'ai pu sentir il y avait un certain décalage, et ça avait même pas par rapport, enfin ça n'avait à ce moment-là, ça n'avait pas forcément de lien avec mon orientation sexuelle. Enfin, je pense, dans le fond, je pense que si, parce que j'arrivais à me détacher un peu de cette idée et de ce stéréotype-là qui existait uniquement parce que je m'y reconnaissais pas forcément, et j'avais pas forcément envie
de, d'y ressembler. Enfin, c'était même pas une envie, j'ai envie de dire, mais c'était simplement que je me sentais pas obligé de correspondre à ce stéréotype-là. Comme je l'expliquais, j'ai quitté à un moment donné la cité, mais même en quittant la cité ensuite, bah, je devais encore répondre à ce cliché de l'hétéronormativité, mais en tant qu'homme noir. Et c'est quelque chose qui, ben, bien évidemment, ça me suit toujours, hein, parce que aux dernières nouvelles, je suis toujours noir, mais je trouve que ça ajoute en fait une dimension supplémentaire, étant donné qu'en plus, l'homme noir, vous n'êtes pas sans savoir on est représenté différemment. Enfin, on a une image, une aura différente. Notre aura est plus virilisée dans la société occidentale, considérée comme étant. On a, on a, on a tout un imaginaire autour de nous qui rend notre hétéronormativité particulière. Par les stéréotypes et les Par clichés les communs. Enfin, Exactement, par les stéréotypes, les clichés communs, par les stéréotypes, je vais pas les énumérer, mais vous les connaissez de toute façon, mais les stéréotypes auxquels, enfin, qui ne me permettaient pas d'exprimer ne serait-ce qu'un peu de sensibilité, j'ai envie de dire, hein. Encore moins à la cité, mais de la même manière, quand je suis sorti de la cité pour aller dans mon lycée de Bourges, c'était exactement la même chose, si ce n'est c'était peut-être même plus exagéré, puisqu'ils avaient une vision encore plus étriquée de ce que devait être un homme noir. Donc, c'est la même image, mais c'est la même image interprétée de manière différente, j'ai envie de dire. mais est-ce que ces attentes venaient de la part de ta famille ou de ton entourage en général? Euh, Un peu des deux. J'ai eu la chance quand même de grandir dans une famille. Je suis le dernier, donc vous savez, vous connaissez les positions dans la famille. En règle générale, le dernier, on est toujours un peu plus patient avec le dernier. On lui laisse un peu plus de liberté. Moi, j'ai eu le droit d'amener mes potes chez moi, même des filles chez moi. J'en ai amené, alors que mes frères, c'était complètement interdit. Donc, dans ma famille, ils étaient plutôt ouverts. J'écoutais du rock japonais même. Et bon, ils me trouvaient un peu bizarre, mais on ne me jugeait pas pour ça. Dans ma famille, ça allait. Mais en dehors, c'était vraiment mal perçu. C'était mal perçu. En fait, je correspondais tellement pas à ce que je devais être que ça vient plutôt de l'environnement extérieur plutôt que l'environnement familial. Dans l'environnement familial, c'était autre chose. Là, par exemple, l'orientation sexuelle, et les manières, la manière la manière dont un homme doit se comporter. Par exemple, j'avais des amis filles. Certains de mes frères, ils comprenaient pas vraiment comment je faisais pour avoir des amis filles et que j'essayais pas de les gérer tout simplement au lycée. Ils se demandaient, mais comment ça se fait que tu as plus d'amis filles que d'amis garçons, essaie de les serrer comme ça. Ah, mais tu ramènes-les, mais au moins fais quelque chose avec elles dans ta chambre. Bref, des bails comme ça. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, déjà, je me sentais un peu bizarre, je me sentais vraiment à part par tout tout ce à quoi les autres garçons s'intéressaient. Euh, je ne trouvais aucun intérêt en cela. Par exemple, quand les gens allaient jouer au ballon, moi, j'allais plutôt rester regarder les telenovelas avec les sœurs. Euh, les gens trouvaient ça étrange quand ils allaient aller jouer aux jeux vidéo. Moi, je vais préférer aller lire. Il devient difficile de pouvoir passer outre justement la diabolisation de l'homosexualité, puisque on va s'attendre à ce que l'homme noir soit hétérosexuel, bien sûr. Je pense que ça nous en fait. Enfin, en fait, il y a une grosse distinction à faire quand on est homosexuel et qu'on fait son coming out dans une société hétéronormative. Si tu es actif, t'auras une étiquette. Si tu es passif, tu en auras une autre. En étant actif, tu t'éloignes moins, j'ai envie de dire. Tu t'éloignes moins parce que tu es d'honneur, tu t'éloignes moins de l'image et du stéréotype de ce que devrait être un homme. Quand tu deviens passif, là, tu t'assimiles à la féminité et c'est la débandade pour un homme, c'est la débandade pour un homme homosexuel. Il y a vraiment un traitement bien différent entre un actif et un passif. Je le constate dans la communauté gay en France, c'est évident. Et je le constate d'autant plus dans les communautés homosexuelles en Afrique. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment une grosse distinction là-dessus. C'était vraiment hyper binaire. D'autant plus, étant donné que moi j'ai été quelqu'un qui a assimilé assez rapidement et sur la durée tous les stéréotypes dont on parlait plus tôt, à propos enfin, de tous les stéréotypes masculins, ma position est directement, comment on peut dire ça, mais est directement supposée. Et c'est comme si
ce que je dégageais ne devait que correspondre qu'à une seule chose, c'est-à-dire être un homme actif, tout simplement, parce que je réponds à certains codes hétéronormatifs. Du coup, j'aimerais profiter pour rebondir et vous demander ces codes-là dont vous parlez, qui sont liés directement à la position sexuelle lors des rapports, ces stéréotypes-là, que sont-ils en fait? Est-ce que vous pouvez les énumérer, histoire que ce soit un peu Ouais. clair pour tout le monde et nos auditeurs? Bien sûr, absolument. Je trouve intéressant également d'aborder justement comment ces rôles ou alors ces positions sexuelles, j'ai envie de dire, sont perçues par, par les personnes hétérosexuelles, mais également par beaucoup de personnes dans la communauté LGBT. Puisque justement, on est influencé par ce système. En effet, quand on est actif, justement, c'est beaucoup plus valorisé, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus valorisé. Justement, on incarne ce portrait de l'homme. Et pourtant, quand on est passif, on va plutôt incarner l'énergie de la féminité, justement, j'ai envie de dire. Je vais parler d'énergie parce que je m'intéresse également à la spiritualité. Et justement, je trouve que chacun de nous sommes incarnons les deux énergies. Et justement, et ça n'a rien à voir avec comment on va se déplacer dans la société ou comment justement on va exprimer notre sexualité. On va dire que le passif est censé se soumettre, l'actif est censé être dominant. Et justement, ça amène parfois euh, certains hommes certains hommes qui se considèrent actifs à maltraiter justement les personnes passives dans la communauté LGBT. J'ai déjà reçu des témoignages de ça. Et on va également assister à ce phénomène où des personnes vont d'abord s'identifier comme étant des personnes actives, justement parce que c'est bien perçu. L'actif, ça va être déjà le plus viril des deux. L'actif, ce sera pas forcément, mais en règle générale, le plus grand, celui qui va répondre plus à une position masculine dans le couple. Souvent, la question qu'on nous pose quand on est en couple devant des personnes qui ne sont pas du tout éduquées, c'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Et on va présupposer que celui qui fait la femme sera le plus fluet, celui qui aura la voix la plus aiguë, vraiment tous les attributs plutôt féminins. En fait, c'est aussi binaire, c'est aussi simple que ça. On va présupposer les positions avec ces images-là. Et j'ai pas envie de dire que c'est extérieur à la communauté gay parce que c'est même intrinsèque à la communauté gay puisque nous-mêmes on va avoir ces biais, on va supposer. Moi le premier, hein, je suis pas exempté. Moi le premier, je vais supposer qu'un tel est actif et un autre est passif en fonction des critères que je vous ai donnés. Et c'est inconscient, mais c'est malheureusement la société dans laquelle on évolue qui nous a construit comme ça. Je suis passé par une déconstruction justement pour pouvoir euh, apprendre que clairement la sexualité en fait est fluide et si on ne fait pas attention à ce genre de stéréotypes, justement nous-mêmes nous faisons du mal. Nous-mêmes nous faisons du mal parce que nous plaçons aussi ces attentes sur l'autre personne. On va justement remarquer que des personnes vont regarder, oui, moi je cherche un homme viril, masculin. Or, ça, justement, ça participe à nous détruire émotionnellement parlant. Sur les réseaux sociaux, c'est, moi, j'ai été heurté à des choses que je ne pouvais même pas soupçonner, c'est-à-dire l'ignorance totale de ce que peut être un homme homosexuel. Combien, c'est parce que le harcèlement, je l'ai subi, hein, vous vous en doutez, le harcèlement, je l'ai subi, mais principalement d'Africains, mais surtout d'Africaines. Ça venait principalement d'Africaines parce que je corresponds à un certain stéréotype euh, qui pourrait me rendre comme étant un potentiel mari, mais je le suis pas du tout, puisque bah non, moi c'est leur mari à la limite qui m'intéresserait. Mais du coup, ce paradoxe-là, elles m'en ont fait baver à cause de ça, principalement. Parce qu'en fait, leur principal argument, c'est oui, bah, on ne trouvera pas de mari parce que maintenant les garçons se marient entre eux. Et ça, justement, je sais que je l'entends uniquement parce que je rentre dans un certain standard à leurs yeux. Si j'avais été euh, maquillé, super cunt et compagnie, elle m'aurait même pas calculé. Je sais que j'aurais pas subi ce genre de commentaires. Mais étant donné que je suis ce que je suis, je sais que ça a impacté
leur vision des choses. Souvent, on a tendance à attribuer, c'est assez ciblé ce que je vais dire, hein, mais j'avais envie d'en parler, mais souvent on attribue l'homophobie aux hommes hétéros, mais bon, les femmes hétéros et les femmes noires hétéros sont aussi extrêmement homophobes. Pourquoi nous-mêmes, malgré le processus, Mhm. entre guillemets, de déconstruction, nous arrivons quand même à sombrer dans ces schémas-là? Enfin, je vais donner ma réponse à moi en tout cas. C'est l'homophobie qui m'a fait assimiler ces stéréotypes-là. Également, je pense que c'est aussi la famille. La famille, parce qu'on essaie de. Encore une fois, je donne ma réponse selon mon expérience, moi, en tant que. Comme gay qui a répondu ou qui répond relativement à certains critères hétéronormatifs. Et je pense que la famille a joué un grand rôle parce que tu subis moins d'homophobie enfin, tu subis une homophobie moins violente quand tu donnes l'impression de correspondre un peu plus à ce standard-là. Et puis voilà, c'est ma réponse. Eh bien, j'ai 3 points. Le premier point, c'est la recherche d'abord du parfait. Parce que je pense qu'au fond de nous, le fait d'avoir grandi justement en sachant que nous ne sommes pas parfaits, justement en voulant toujours regarder les personnes, en voulant toujours ressembler aux personnes hétérosexuelles, et bien mine de rien, quand on va grandir, cela va rester encore dans notre inconscient. La façon dont nous allons nous exprimer va toujours être influencée par cette recherche par ce besoin d'être parfait, par ce besoin de ressembler aux personnes hétérosexuelles, d'être justement cette version de nous que nous avons perdue, entre guillemets, quand nous avons réalisé que nous n'étions pas hétérosexuels. De l'autre côté, il y a aussi, secondairement, il y a les désirs et les fantasmes. Et parfois, nous ne sommes pas éduqués justement sur comment les exprimer. Et ça fait qu'on pose ces attentes-là sur, sur toute personne qu'on rencontre, en fait, sans savoir pourquoi. Parce que justement, on a eu que des exemples de personnes, de couples hétérosexuels. On n'a jamais eu d'exemple de couples homosexuels. Et justement, euh, comment est-ce qu'on peut apprendre, comment est-ce qu'on peut se comporter quand tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a reçu ou absorbé en grandissant dans un environnement hétérosexuel, vous comprenez? Je pense que ça nous impacte de manière péjorative, malheureusement. Et je pense que l'un des moyens pour maintenant faire face à cela, c'est la représentation. C'est la représentation des personnes homosexuelles un peu partout. Euh, Justement parce qu'en voyant des personnes qui déconstruisent, qui parlent justement de comment elles vivent leur sexualité de manière saine, bien sûr. Et à ce moment-là, on pourra justement se questionner et pouvoir passer outre et ne plus justement toujours prendre inspiration sur les personnes, sur les couples hétérosexuels. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours impacté par ça, du coup? Je sais ce que je suis, je sais ce que je suis dans mon intimité. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, dans certains environnements, je préfère continuer à avoir cette sécurité de correspondre à un certain standard parce que je suis quelqu'un d'assez discret, déjà. Je préfère rentrer dans le moule par sécurité, par exemple à la salle. Par exemple, il y a des tenues que je ne vais pas porter, il y a des endroits dans lesquels je vais demander à mon copain de ne pas m'appeler mon chéri. Je sais que je le suis bien moins. Je suis bien moins parce que sur les réseaux, vous pouvez le voir, hein, je m'affirme bien plus. Enfin, je m'affirme, tout simplement, j'affirme ce qui je suis. J'ai aucune honte de dire, euh, de parler de mon orientation sexuelle. Niveau vestimentaire, je m'ouvre à des choses auxquelles je ne m'ouvrais pas forcément, et ce, très récemment. Euh, donc, je pense encore être affecté, mais dans une bien moindre mesure. Mais je ne suis pas certain qu'un jour dans ma vie, je ne serai plus affecté par ces biais, parce qu'on ne peut pas être complètement déconstruit. On le voudrait dans un monde parfait, mais personne ne peut l'être. Les blessures qu'on a, elles ne peuvent jamais disparaître. On peut essayer de les corriger, de les faire se cicatriser, mais bien sûr, on aura eu ces blessures. Et pour faire une analogie, c'est vraiment comme ça, justement, qu'on est impacté euh, par les stéréotypes hétéronormatifs. Maintenant, est-ce que moi, je tombe toujours dans ce piège?
j'ai envie de dire que non, mais avec une nuance, bien sûr, une nuance dans le fait que l'empathie m'aide énormément. L'empathie m'aide en ce que j'ai pu expérimenter. J'ai pu expérimenter en m'habillant de façon différente, en ayant des gestuelles différentes, en pratiquant certaines activités qui n'étaient forcément pas faites pour, entre guillemets, les hommes. Et justement, à travers ça, on arrive à ressortir sa personnalité parce que c'est le fait justement de se priver, de s'exprimer de façon différente avant d'arriver même à ce que nous sommes censés être, qui conduit justement à à projeter justement nos attentes sur les autres. Vous voyez justement, parce que on va bien sûr percevoir la pression, les pressions hétéronormatives, mais on va aussi également projeter cette pression-là sur les autres autour de nous. Et ainsi, avoir de l'empathie, justement, se mettre à la place de l'autre et ne pas plutôt le régner, nous permet de nous accepter. Et une fois qu'on s'accepte, on est libéré, on a déjà fait une grosse partie du chemin. Beaucoup de choses sont exprimées de manière inconsciente. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'hypervirilisation des actifs, mais aussi de l'autre côté, la soumission, le schéma de la soumission par rapport au passif. Le passif doit être soumis. Le passif, c'est celui qui doit être un peu plus calme, un peu plus dans le comportement, un peu plus propre, souvent même, enfin, pour lesquels on attend beaucoup des traits qui sont des traits entre guillemets féminins ou qui dérivent un peu du patriarcat, comme dans le modèle hétéro, mais aussi, je crois que dans la société, enfin, dans la communauté aussi, on remarque également qu'on a tendance à intérioriser cela. Et je m'explique. On retrouve que beaucoup de passifs souvent aiment aussi se faire féminiser. C'est-à-dire, tu vas dans les milieux, on te dit elle t'entend beaucoup, elle, tu te tournes, tu cherches qui est elle, tu trouves pas qui est elle. Euh, Hormis ça, tu vas aussi voir, des discours, tu vas entendre des discours du genre, je vais aller cuisiner pour mon actif, être la petite femme au foyer, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, il y a toujours ce truc de féminisation même qui est propre dans la communauté et tout. Et je me demande, est-ce que au final, malgré le fait que, on a plus ou moins conscience de tout ça, est-ce que on ne se retrouve pas matrixé malgré tout? On a beau faire un travail, mais c'est un peu comme s'il y a une énergie de l'autre côté qui est à nous matrixer et à nous faire baigner dans ce qu'on essaye de plus ou moins rejeter en nous. Absolument, je pense qu'on baigne dedans jusqu'à la racine, en fait, jusqu'à la moelle épinière, en fait, carrément. Parce que je me souviens de ce moment dans ma vie où justement, je m'acceptais vraiment en tant qu'homme. Ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes. Je disais, OK, en fait, je suis un homme. Dans aucun monde, je ne voudrais être une femme. Mais je remarquais que justement, parce que je m'identifiais comme personne homosexuelle, on, comme je m'appelle Gabriel, on va dire Gabriela, oh ma copine, oh ma co. Euh, je n'étais pas forcément à l'aise avec ces pronoms. Je respecte les personnes qui souhaitent qui s'identifient ainsi, qui voudraient qu'on les appelle ainsi. Mais même moi, je revendique vraiment les pronoms masculins, il, lui. Et quand j'en ai parlé justement à mon ami, qui pendant longtemps m'avait appelé elle, il s'est carrément offusqué. Mais pourquoi tu fais tout un drame pour si peu? Ça ne change rien. C'est pas parce que je t'appelle elle que tu es forcément elle. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, justement, tu es en train de répéter un schéma inconsciemment, justement, des stéréotypes hétéronormatifs. Et voilà, et je trouvais justement problématique que, alors que moi, intérieurement, je me vois comme homme. Totalement d'accord avec toi, Gabriel. Moi aussi, ça me mettait un peu mal à l'aise quand on me genrait au féminin, enfin, quand ça m'arrive, quand on me l'a fait. Mais il y en a qui ont pour explication que c'est aussi de l'appropriation, en fait. C'est comme avec le terme niga.
Tu vois, c'est une insulte, un slur qu'on s'est approprié nous, qu'on s'est approprié et qu'on réutilise entre nous pour le dédramatiser. Et c'est à peu près la même chose, je crois, qui s'est passé dans la communauté gay quand on nous genre au féminin ou quand on utilise PD, quand on tu vois ces manières-là qui servaient plutôt à nous Shade. À nous opprimer, en exactement fait. à nous Mhm. opprimer et à nous ouais voilà. Je voulais pas utiliser le mot dénigrer parce que j'aime pas ça, mais voilà qui servait à nous opprimer. Bah, on se les réapproprie et c'est une autre démarche. C'est pour ça que moi, ça me dérange pas tant que ça qu'on m'appelle au féminin ou qu'on me dise PD quand bien sûr, ça vient d'une personne homosexuelle. J'estime que il, ça fait partie de mon identité, que je suis un homme qui aime un homme, et que quand on me genre au féminin, ça me gêne un petit peu. Et ça rentre pas du tout dans le cadre du machisme ou le fait de justement mépriser la position de la femme. Et je pense que justement, si l'hétéronormativité a une place aussi importante dans la vie sexuelle ou dans la vie tout court des personnes LGBT et dans la vie des personnes hétéronormées, je pense C'est que vrai. c'est parce qu'il y a un grand mépris de la place de la femme et que le fait d'être soumis et tout ça, c'est des positions, c'est des attributs qu'on place sur la féminité, sur Patriarcat, la exactement. Et une c'est fois la de plus. exactement. Minutieusement, réellement minutieusement, je vais plutôt parler d'énergie masculine ou d'énergie féminine parce que justement, si on se place dans un prisme spirituel, je pense que à partir du moment où on comprend que les tâches que nous faisons, enfin, j'appelle ça peut-être les tâches ou alors les actions que nous faisons, comment nous exprimons dans notre couple n'a rien à voir. Je pense que justement la déconstruction devrait partir de là. À partir du moment justement on prend du recul de tout ce qu'on a intégré, comme tu l'as dit, et, et aussi de comment on va s'exprimer. Parce que utiliser toujours les termes comme féminité, ça perpétue justement cette vision péjorative des attributs de la femme, entre guillemets. Est-ce que c'est pas ça le problème justement? Penser que on a une énergie masculine et une énergie féminine. Ah non, non, du tout. C'est plus, et d'ailleurs, c'est plutôt inspiré de la spiritualité euh, hindoue. Et j'ai envie de dire que, au contraire, ça nous aide justement à passer outre cette vision justement binaire de, de la féminité et la masculinité attribuée à, à l'homme et à la femme. Le but étant de faire comprendre qu'il n'y a pas de choix à effectuer, que ce soit entre un actif et un passif ou un homme et une femme, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, parce qu'on en a chacun, on est chacun doté d'énergie masculine et féminine à différents degrés. Maintenant, il ne faut pas le voir de manière péjorative. C'est la société qui l'a diabolisé, voilà tout ce qui a trait à la féminité. Aujourd'hui, il faut simplement réussir à faire la part des choses et arrêter de valoriser les énergies masculines et diaboliser les énergies féminines et accepter qu'on en a tous et que l'une ne fait pas défaut à l'autre, enfin l'une ne prend pas le pas sur l'autre. À cause de cette hétéronormativité, le patriarcat, qui sont deux choses, deux éléments très ancrés au sein de la communauté noire. Les stéréotypes qu'on se fait de l'homme noir, et surtout, comme M. Formé l'a dit, et tout, par rapport aux femmes, mariage, tout ça, ça ne contribue pas justement à la réduction de représentation parce qu'il y a moins de personnes qui osent encore plus même, enfin, le fait de se vouloir se mettre en couple ou encore s'il faut pas encore aller plus loin, pousser plus loin, le mariage. Le lien entre l'hétéronormativité et comment justement on pourrait s'épanouir, nous, personnes LGBT noires, eh bien, il est réel. Il est réel. Il y a un besoin d'appartenance qui est important en chacun de nous. On veut appartenir à nos familles qui sont majoritairement des personnes hétérosexuelles qui ne nous connaissent pas parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de personnes pour leur expliquer ce que c'était qu'être une personne homosexuelle, lesbienne, gay, trans. Et justement, la pluralité des stéréotypes sur nous contribue encore à, à, à pressuriser nos désirs et nos attentes, justement. Ça pose barrière, justement, à notre épanouissement, puisque
puisque parfois, en voulant justement, il y a forcément un choix qui va se faire. Le choix de casser justement, de sortir de ces stéréotypes-là et d'atteindre notre bonheur. Parce que j'ai envie de dire que ça demande quand même beaucoup de courage. Ce n'est pas évident de faire cela pour justement arriver à l'épanouissement, à son épanouissement en tant qu'une personne LGBT. Moi, je suis d'accord. Enfin, je trouve que ça affecte, enfin, ça empêche. Je suis d'accord avec l'idée sur laquelle l'hétéronormativité et ces pressions-là empêchent les relations homosexuelles entre hommes noirs d'exister au grand jour, parce qu'elles existent, mais pas au grand jour. Dans la grande majorité, préfèrent ne pas le montrer. Déjà, comme l'a dit Gabriel, il y a la pression sociétale, hein, la pression familiale. Tout le monde n'est pas forcément au courant euh, dans son cercle élargi de son orientation sexuelle. Euh, on sait que ça va faire du bruit, ce genre de choses. Qu'on le veuille ou non, ça dépend de l'origine que tu as. Mais en règle générale, dans un milieu, enfin, dans le milieu gay francophone, dans le milieu gay noir francophone, on est principalement issu d'Afrique. Et comme on l'explique depuis tout à l'heure, c'est pas encore ça au niveau de la compréhension de nos identités. Et ça, tout le monde le sait bien. Et c'est pour ça que prendre le risque de s'exposer à ce point et exposer en plus son intimité, parce qu'on expose son partenaire, c'est quelque chose peu de personnes sont capables de faire au grand jour. C'est quelque chose qui aura toujours un impact sur nous tous, qu'on le veuille ou non, parce que jusque dans notre choix de partenaire, enfin pas dans notre choix de partenaire, pardon, mais dans le choix d'exposer notre relation, cette hétéronormativité, pardon, a un impact fort sur cette décision, quoi. Le plus de représentation des personnes LGBT authentiques dans les médias euh, est un moyen justement de permettre aux personnes LGBT de pouvoir s'exprimer, de pouvoir sortir. On demande pas, enfin, on demande pas aux personnes de s'exposer ou d'exposer leur intimité, seulement de pouvoir vivre de manière authentique. Et cela, justement, demande un certain courage parce qu'on va se heurter à la fin de la journée au regard des autres qui est, lui, conditionné par la représentation hétéronormative. C'est à nous maintenant, personnes gays, hommes gays et noirs, de travailler sur nous-mêmes pour nous détacher un peu de, tous ces stéréotypes. Et comme disait Gabriel, encore une fois, je trouve que c'est aussi à nous d'exposer nos singularités et nos propres identités, qu'elles sont plutôt masculines, plutôt féminines. Euh, plus on sera nombreux à exprimer nos différences, et moins cette hétéronormativité aura de l'impact sur notre communauté. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint notre épisode sur l'hétéronormativité dans la vie intime des personnes LGBTQ+. Nous espérons que cette discussion a été informative et éclairante, offrant un aperçu des défis et des dynamiques auxquelles les personnes LGBTQ+ sont confrontées en raison des normes hétéronormatives. Il est crucial de reconnaître que chaque personne a le droit de vivre sa sexualité et son intimité de manière authentique, sans être restreinte par des attentes sociales ou des stéréotypes de genre. En déconstruisant l'hétéronormativité, nous pouvons créer des espaces plus inclusifs ou respectueux où chacun peut s'épanouir pleinement dans ses relations intimes. Je remercie Mfaoumé et Gabriel d'avoir partagé avec nous, avec tant de générosité, leurs expériences. Je remercie mes amis Art et Yuri pour leur présence et leur soutien au quotidien. Et nous vous remercions enfin, vous les ombres, de nous donner de la force à travers vos écoutes. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et au revoir les ombres. Merci à toi, Bruno. Merci. À Art et à Yuri pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir.